شرف كبير اننا نتواجدوا هنا في العاصمه امام شباب امام المستقبل ديال البلاد ديالنا، وشرف كبير ان السيد رئيس الجامعه والسيد العميد يكونوا معنا يفقدونا هذا البرنامج اللي كنسميوه بو كلوب. هذا كيعني ان الصحافه ماشي خصها فقط تبيع، خصها تكون ملتزمه بقضايا المجتمعيه ديالها، وانها تساهم ولو واحد القسط. بو كلوب العامين، هذه عامين باش نشأناه على اثر مبادره ديال الصحفيين الاخوان ديالنا، والهدف ديالو هو اننا كنستقبلوا مؤلفين ولا روائيين ولا كتاب ولا حتى رحله اللي كيقدموا الكتاب ديالهم كيتعرفوا عليه، وخصصنا حنا واحد البيدجي صغير كنشريو واحد 40 ل 50 كتب كنوزعوها، وكيكون نقاش باش نحببوا القراءه ونحببوا الدراسه، خصوصا انكم تشوفوا الحاضرين يشوفوا واحد نموذج ديال الكاتب، شنو هي الفكرات ديالو، شنو هي الاحاسيس ديالو، كيفاش تيكتب. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette nouvelle édition du groupe Le Matin. Pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui le connaissent aussi, Book Club Le Matin, c'est une initiative qui est née de la volonté de notre groupe Le Matin d'encourager la culture de la lecture au Maroc. Nous avons reçu une trentaine d'écrivains qui sont tous venus partager avec nous leurs ouvrages dans un cadre culturel et surtout convivial au sein de notre siège. Aujourd'hui, le groupe a décidé de franchir un nouveau pas, une nouvelle étape qui est celle d'aller à la rencontre des jeunes au sein des universités. Et c'est de cette idée-là que nous nous retrouvons aujourd'hui au sein de l'université Moulay Ismaïl de CNES pour animer la rencontre avec Azouz Bekach. بكم جميعا في هذه القاعة، كنرحب بالضيوف الكرام، كنرحب بالطالبات والطلبة الباحثين في عدة تخصصات بهذه المؤسسة العتيدة كلية العلوم القانونية والتعليم الاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، واليوم نعتز ونفتخر أنها تحتضن كذلك المدرسة الوطنية للتجارة والتسويق. Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre conférencier de marque, M. Azouz Bekach, et à lui faire part de mes vifs remerciements pour s'être déplacé à CNES pour animer cette rencontre culturelle autour de son ouvrage Mémoire de soleil. Un ouvrage où il va retracer sa vie en France. M. Azouz Bekach est un homme politique, écrivain et chercheur en économie et sociologie. Il est chargé de recherche au CNRS. Il est auteur de plus de 20 livres, dont plusieurs romans s'inspirant de son enfance, comme Le Bon de Shabbat, ou encore L'hommage rendu à son père. Alors, Azouz, l'écrivain, l'ancien ministre, il vient aujourd'hui nous présenter un ouvrage, Mémoire au soleil. C'est un ouvrage, j'ai envie de dire qu'il est émotionnel, sensationnel, parce qu'il nous parle de son père qui a contracté la maladie de l'Alzheimer. Pourquoi avoir décidé d'écrire cet ouvrage? Je voudrais dire à quel point je suis moi aussi très heureux de me retrouver à CNES. Je suis ici parce que mon père, il y a 60 ans, m'a dit un mot quand j'étais petit, à mon oreille. Quand je suis né, le premier jour que je suis né, il m'a dit « Iqra ». Il faut lire. Il faut lire. 3 fois, il m'a dit « Iqra ». Lui, il n'a jamais appris à lire. Écrire, voilà. C'est un pauvre fellah que la Révolution a emmené en France. C'est un pauvre fellah qui a connu
la colonisation dans le petit village de Sétif, dans l'est de l'Algérie, et qui est venu en France en 1948, parce que là-bas en Algérie française, quand ils regardaient l'horizon, ils ne voyaient pas de Mustaqbal. Il n'y avait pas d'avenir. Et alors, quelqu'un lui a dit, il y a un pays derrière, de l'autre côté de Bahar el-Kabir, qui s'appelle la France. Et là-bas, on a besoin de bras. Il a pensé qu'il pouvait seulement envoyer les bras pour travailler, mais lui est resté dans son village. Finalement, il est venu en France en 1948, après la guerre. Et c'est comme ça qu'est né Aziz Begag. Mes parents ont vécu la violence de la colonisation. Chez nous, chez les Arabes, chez les musulmans, on n'aime pas parler des douleurs que nous avons vécues. On aime cacher les douleurs et on aime toujours parler de ce qui est positif, de ce qui apporte l'espoir. Toutes les douleurs, on ne parle pas de ça. Et je me rends compte que mes parents sont morts, ils n'ont pas laissé de mémoire, sinon quelques petites histoires. Des histoires qu'ils ont cachées, qui sont enfermées dans leur cœur. Ils n'ont pas voulu parler. Comme ils ne savaient pas écrire, ils ont raconté seulement d'une manière orale quelques histoires. Et donc, nous sommes des orphelins. Tous les enfants, des orphelins de la mémoire. Alors normalement, tous les enfants qui sont orphelins, en français, nés sous X, se posent tous les jours la question, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes ancêtres? Je veux savoir. Je veux comprendre. Parce qu'en France, où j'ai grandi, tous mes amis de l'école connaissaient leur grand-père, connaissaient leurs ancêtres, connaissaient leur histoire. Là, les enfants de Mouhajirine, on ne connaît rien. C'est un enjeu culturel très important et parfois c'est un enjeu aussi politique. Ne pas avoir de mémoire, c'est une amputation culturelle. Et quand les parents ne sont plus là pour donner la direction, c'est un danger pour nos enfants. Bien sûr. C'est comme un bateau qui n'a pas de voile ou qui n'a pas de gouvernail. Où tu vas? Où il va le bateau? Il y a 500 ans, quand Ibn Battuta, il est parti de Tanger, il avait une voile, il avait une boussole, il savait lire les étoiles, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il avait un projet, Hayat. Je vois aujourd'hui en France, en Belgique et en Hollande, beaucoup des enfants de l'immigration, ils n'ont pas de voile, ils n'ont pas de gouvernail, ils ne savent pas lire les étoiles. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'étoile du Nord. Alors ils ne peuvent pas se diriger. Je trouve que les écrivains... Moi j'ai grandi avec Drish Shraïbi. Voilà, la civilisation. Oh, la civilisation. Ouais. J'ai grandi avec les boucs. 1951. J'ai grandi avec le passé simple. Et pour nous, il n'est pas simple. Le passé très compliqué. Voilà, ce sont... Bien sûr, il y avait Drish Shraïbi, mais il y avait aussi un Algérien qui avait écrit ce grand livre culte, Nejma, qui s'appelait Kat el-Yassine. Je vois que nous avons un spécialiste de la littérature. J'ai préparé mon affaire sur 2 romans. Ça fait plaisir. Et alors, J'ai travaillé mon doctorat sur la littérature de la paix. oui, je le sais. Il y a beaucoup de jeunes Marocains qui travaillent sur mes livres. Bon, là, ça me fait plaisir. Et quand j'écris un livre,
et que des enfants d'immigrés maghrébins lisent le livre, et ils disent « Mais c'est mon histoire, monsieur! Wallah, c'est comme chez moi !» Ils se retrouvent dans Après, ils ont envie, ils ont le goût de lire. Et quand je peux donner le goût de lire, je gagne quelque chose. Cela veut dire qu'un écrivain sert à quelque chose. C'est un privilège d'être utile à la société. Quand nous allons mourir, il faut laisser derrière soi des graines positives. Des graines qui vont servir aux Marocains, aux Algériens, aux Arabes, aux musulmans, et finalement qui vont servir à l'humanité. Les élèves que j'ai rencontrés hier au lycée, je leur ai dit, vous connaissez Albert Einstein? Non, en vérité, vous connaissez Albert Mohamed Einstein? Ils m'ont dit, il s'appelait Mohamed? Et j'ai dit oui. C'est un être chercheur universel. Il s'appelle Albert, mais aussi Mohamed. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a découvert dans le fonctionnement de la nature, de l'univers. Vous devez le savoir. C'est un patrimoine universel. Ça doit être le vôtre aussi. Et c'est comme ça que je leur dis, ces hommes et ces femmes qui ont laissé derrière eux des graines qui sont devenues, qui sont utiles pour l'humanité. Et je fais comprendre aux élèves combien cet acte politique est important. Ouvrir un livre, Kitab Maftoua. Ouvre. C'est mieux que d'ouvrir une application. Moi, je pense que ça, c'est la mort des livres. C'est un danger pour les enfants. Déjà, ça coûte 1 500 €. Et ça coûte 5 €. Je pense que pour les livres, pour les enfants surtout, il ne faut pas perdre ce geste. Ouvre un livre. La première fois que mon père a ouvert un livre. Une maladie sur laquelle on a peu d'éléments aujourd'hui. On ne connaît pas vraiment la vraie origine, la vraie cause de la maladie. On passe des traitements. Difficile. C'est très difficile. Et dans votre ouvrage, on ressent que, c'est vrai, vous racontez un petit peu la vie, comment ça a changé pour votre père, mais vous avez surtout mis l'accent sur le fait que c'est tout l'environnement de la victime qui est chamboulé. C'est vraiment le quotidien. Il y avait beaucoup de difficultés, une souffrance du côté de votre maman. Il y a beaucoup. J'ai l'impression aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par cette maladie. Oui. Alors, d'après les statistiques de l'OMS, c'est plus de 35,6 millions de personnes qui sont toujours touchées aujourd'hui. On dénombre 7,7 millions de nouveaux cas chaque année. Vous voyez, c'est une maladie vraiment grave, parce que quand on n'a plus de mémoire, Hayat, c'est fini. Moi, je voudrais parler du film que j'ai vu hier, d'un roman que j'ai lu il y a une semaine. Et quand je vais parler, je dis, comment il s'appelle le film? Comment il s'appelle le livre? J'ai oublié. C'est-à-dire qu'on ne peut plus communiquer. Voilà. On est tout seul, on est isolé dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment une maladie qui doit nous faire réfléchir sur la mémoire. Comment vous avez vécu tout ça? Comme tout le monde, autour de moi, j'ai vécu des situations similaires. J'ai connu 10 familles dans lesquelles il y a eu cette maladie. C'est une maladie qui est très pénible pour ceux qui restent, parce qu'ils doivent accompagner la personne, ils doivent rester avec elle nuit et jour. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ben, c'est plus que dur, c'est très violent.
maladie pour toutes les familles qui sont contraintes de rester avec cette personne qu'ils ont aimée, Bakri, une maladie, et qui n'a plus de contact, qui n'a plus de connexion. C'est une situation que j'évoquais tout à l'heure avec les jeunes issus de l'immigration, voilà, qui n'ont plus de contact avec leur histoire. Ils n'ont plus de contact. Je voulais écrire ces livres pour parler de la mémoire et du caractère vital de la mémoire chez un être humain. Et ça, je pense que la société de consommation dans laquelle nous sommes, et tous nos enfants qui possèdent aussi des téléphones portables, courent le risque de perdre la mémoire, de ne plus avoir de mémoire. C'est-à-dire leur mémoire va être remplacée par la mémoire du téléphone. Vous voyez, au-delà de la maladie d'Alzheimer, il y a cette question de la mémoire qui est fondamentale. Et c'est cette mémoire qui transporte la culture de nos ancêtres et que nous devons faire vivre encore parce qu'elle est la source vitale chez les jeunes en particulier. Je crois qu'en plus, je pense que la médecine est en panne aujourd'hui contre cette maladie bizarre qui est Alzheimer. Elle est complètement en panne. Et donc, chacun prie pour que ça n'arrive pas dans sa famille. Et moi-même, souvent, je suis inquiet. Quand j'oublie des choses, quand j'oublie le nom d'un film, le nom d'un livre, j'ai peur que ce soit un problème structurel. C'est-à-dire que je commence, moi aussi, à vider ma mémoire. Donc, il faut aller vite. Donc, il faut écrire beaucoup de livres encore pour donner un cadeau aux générations à venir. Sur la maladie de l'Alzheimer, le décès de votre père qui avait contracté la maladie, je n'ai pas pleuré, j'ignore pourquoi, alors que d'habitude, je fonds comme neige au soleil à la moindre émotion. C'est comme ça que vous avez... Chez les Arabes, on apprend à ne pas pleurer. À ne pas, Ça, on a. à ne pas exprimer les émotions. Surtout les hommes, il ne faut pas pleurer. T'arrêtes. Ah. Alors moi, j'ai appris toujours à ne pas pleurer. Le robinet fermé. Je reste comme ça, comme un arabe. Que vous aviez Ouais. Tu vas au cimetière, Mais justement, j'adhère à pour cette idée. enterrer nos proches. Il ne faut pas pleurer. C'est des messages contraignants qu'on a reçus à l'enfance. C'est même Quand même, on souffre. Quand même, on souffre. De pleurer surtout quand même. Et les femmes vont au cimetière le lendemain pour pleurer. Là, c'est bizarre ça. C'est bon, je crois. C'est bon de pleurer. C'est bon d'exprimer ses émotions. Je crois. Mais chez les Arabes, c'est pas bien. Même ma mère me dit, t'arrêtes, reste debout. Tu vas pas pleurer devant ta femme? Pourquoi pas? Je l'aime. C'est ce qu'on a fait des messages. C'est des messages contraignants que nous avons reçus à quand on écoutait. Bien sûr. Même ma mère, nos mères, quand on épouse une femme, elle dit attention. Tu lui donnes ça, elle va te manger. C'est-à-dire qu'il faut être dur. C'est incroyable, vraiment. C'est cette culture que nous avons éduquée. C'est vrai, hein? Voilà, c'est violent. Eh oui, ça va pas, ça. Oui. Pourquoi aujourd'hui, en France, et je dis toujours en Belgique et en Hollande, il y a des immigrés, des Arabes, musulmans, qui sont contre l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le racisme et ils deviennent racistes contre leurs frères. C'est bizarre. Eh bien, dans notre culture, il y a des femmes qui deviennent contre les femmes pour protéger leurs garçons. Alors là, c'est violent. Il faut casser ça. Laissez-moi pleurer. Laissez-moi raconter la poésie. Laissez-moi tous les soirs chanter une chanson à ma femme.
Non? Bravo. Bravo. Parce que je crois, vous savez comme moi, fil hayat, il n'y a rien de plus beau que l'amour. الزوج من غير انه كاتب فهو كذلك كيغني وعنده صوت رائع. او ظالم. C'est un ami qui est un peu algérien, un peu marocain maintenant, qui habite à Marrakech. Comme si n'existait pas. Il est passé à côté de moi, sans un regard, rien ne savoir. J'ai dit à chaque tout est pour toi. Terminer cette chanson, je t'offrirai des perles, des bijoux. Au lieu de le dire, je t'offrirai un livre. Ah, quel diable, les bijoux. C'est stupide. Je t'offrirai des livres de l'Israël.